À 1200 km du Mexique, une île française inhabitée, Clipperton, défie les vagues du Pacifique. L'explorateur Jean-Louis Etienne, accompagné de sa famille, débarque pour 4 mois d'aventure au cœur d'un écosystème unique. En quelques jours, un village écologique prend place sur l'anneau corallien. Les 40 scientifiques de cette expédition commencent l'inventaire de la biodiversité sur cet atoll, le plus mystérieux et le plus isolé du monde. L'existence de Clipperton, comme pour toutes les îles volcaniques, commence dans les abysses, à 3500 mètres de profondeur. Il y a 50 millions d'années, la tranquillité du royaume des poulpes à oreilles, des anémones et des vers tubulaires est brisée par d'étranges geysers sous-marins. Au fond de l'océan Pacifique, une longue fracture de l'écorce terrestre déverse des vagues de magma en fusion. Cette lave sans cesse renouvelée forme le plancher océanique, un véritable tapis roulant qui un jour se déchire. La lave sous pression emprunte la moindre faille pour jaillir des entrailles de la Terre. Des volcans grandissent, l'un d'eux perce la surface et devient une île. Le corail se développe et se fixe sur les flancs de cette nouvelle Terre. Après plusieurs millions d'années d'activité, le volcan s'arrête de monter, mais il est toujours posé sur le tapis roulant des plaques océaniques et plonge lentement dans les abysses. Le corail, lui, est un organisme vivant qui continue de pousser et se maintient en surface. Cet atoll est donc le dernier souvenir d'une île dont le sommet est désormais englouti. Clipperton. Seul atoll corallien de tout le Pacifique Est, Clipperton a une importance capitale. Le corail de son immense anneau renferme l'histoire de la température de l'eau de ce bout d'océan depuis des siècles. C'est un matériau de recherche idéal pour la paléoclimatologie, l'étude des climats passés. Seul vestige du volcan, une dent rocheuse haute de 29 mètres intrigue les scientifiques, géologues, minéralogistes et biologistes. Sa beauté minérale attire aussi Roger Swainstone, un Australien, peintre naturaliste de l'expédition, spécialiste des récifs coralliens. Ses dessins, effectués sur Terre et sous la mer, complètent les observations des spécialistes. Les pentes de corail sur lesquelles se dresse le rocher devraient délivrer l'histoire climatique du Pacifique Est et aider les paléoclimatologues à prédire l'avenir, à rendre plus fiables les prévisions météorologiques. 2, 1, hop! Une passionnante enquête commence sous les eaux. Pour que le corail livre ses secrets, il faut prélever des échantillons en le forant. Mais à Clipperton, ce genre d'exercice est périlleux. En plus des requins attirés par le bruit des machines, les côtes sont balayées par une forte houle océanique. Les courants gênent les plongeurs. Seule la côte sud-ouest offre un calme tout relatif. Les plongeurs privilégient un spécimen de corail en forme de patate. Certaines d'entre elles ont plusieurs centaines d'années et continuent encore de grandir.
En plongeant dans leur cœur, les scientifiques peuvent donc remonter le temps. En forant, ils vont obtenir de longs cylindres, les carottes. En observant les différentes densités du corail et en analysant ses éléments chimiques, les paléoclimatologues pourront décrypter les températures de l'eau des années passées. Le voyage dans le temps de Thierry Corrège et son équipe, membres de l'Institut pour la recherche et le développement, ne fait que commencer. Là, on a remonté une carotte de 2 mètres de long à peu près, ce qui doit représenter 150 à 200 ans d'histoire de la mer. Il y a le plan. Voilà. Et puis un pet d'air. Il ne faut pas avoir beaucoup non plus pour remonter un jeu. La partie vivante, on la voit très bien ici, elle fait à peu près un demi-centimètre. Tout le reste, c'est du squelette mort. Et donc, un corail comme ça qui va avoir 200-300 ans, c'est comme s'il y avait eu un building de construit pendant 300 ans et chaque année, les gens construisaient un nouvel étage, changeaient d'étage et nous laissaient des traces et à nous de décrypter les traces. En général, plus la température est chaude et plus le corail pousse vite. Donc si tu vois des années où le corail a poussé moins vite, par exemple, ça veut dire qu'il a fait plus froid. Les gens travaillent sur les arbres exactement comme ils travaillent sur les coraux, en regardant par exemple les différences de pousse des arbres. Année après année, ça permet de savoir s'il y a eu des sécheresses, par exemple, si la pousse est très, très réduite, ça veut dire qu'il y a eu une sécheresse. Et donc après, on peut corréler les données des coraux avec les données des arbres pour comparer, pour voir si on obtient les mêmes résultats, si l'histoire climatique est la même entre les continents et les océans. C'est un événement dans le monde de la paléoclimatologie. Pour la première fois, une carotte de corail est forée dans le Pacifique Est. Ça va, John? Tu t'en sors ou tu as besoin d'aide? Bouger un peu. Expédiée en laboratoire, cette carotte va rejoindre d'autres prélèvements récoltés aux 4 coins de la planète. Des carottes de glace, par exemple, ou des troncs coupés dont les cernes témoignent aussi du passé climatique de la planète. Aujourd'hui, près de 1000 carottes de corail ont déjà été réalisées à travers le monde. La plus grande jamais forée fait 12 mètres, en Indonésie, et permet aux chercheurs de remonter dans le temps sur plus de 1200 ans. Avant d'être analysé, le précieux échantillon va prendre un petit bain dans l'eau douce du lagon. Il faut toujours les rincer bien dans l'eau douce pour éviter qu'il y ait du sel à l'intérieur. Parce comme on analyse des éléments chimiques qui sont à l'état de traces, ce qu'on veut analyser, c'est le squelette du corail et pas le sel résiduel de l'eau de mer. Sur cet immense anneau de 12 km de circonférence, véritable plateforme de corail mort, la vie s'est lentement développée. L'île a été découverte en 1705. Les hommes ont depuis tenté en vain de l'habiter. Ils y ont planté ces cocotiers, point de ralliement de bon nombre d'oiseaux migrateurs. Les chercheurs de l'expédition Jean-Louis Étienne ont installé leur laboratoire de campagne à l'ombre des palmes. C'est ici que sont faites les premières analyses du corail longtemps classé comme un minéral ou un végétal. En fait, c'est l'œuvre de petits animaux, les polypes. Mehdi étudie la structure et le développement de ces curieux amas blanchâtres. Alors les coraux que j'étudie ici sous la bino sont blancs parce qu'en fait je les ai passés dans une solution de Javel pour pouvoir bien les nettoyer et mieux les observer à la loupe binoculaire. Alors ce qu'on voit ici, chaque petit trou en fait c'est un individu. Et la colonie corallienne, c'est donc l'ensemble de ces individus qui sont physiquement en fait reliés entre eux. Cette fine dentelle n'est donc rien d'autre qu'un édifice où chaque polype a construit son alvéole. Mais à l'origine d'une patate de corail, il n'y a qu'un seul individu. Car ces petits animaux ne s'accouplent pas pour se reproduire. Ils se dédoublent chaque année.
À côté du corail, sur les roches prélevées au fond de l'eau, Mehdi traque les jeunes polypes, pionniers du corail, ceux qui se fixent en premier et sont à l'origine d'une future colonie, d'une future patate. L'estimation de leur quantité sur un petit périmètre permet d'évaluer la bonne santé de reproduction d'un récif. Ces études sont primordiales car un tiers des massifs coralliens de la planète a déjà disparu à cause de la pollution ou des activités humaines, comme la pêche à la dynamite. Le corail a un rôle essentiel dans le développement de la faune et de la flore de chaque atoll. Les enjeux économiques qui sont liés au récif, comme la pêche ou le tourisme, représentent 375 milliards de dollars par an. De quoi s'inquiéter de leur protection. Le peintre Roger Swanston part explorer les pentes coralliennes de l'île. Roger plonge tout autour de l'île pour apprécier la diversité du récif et témoigner. Le corail est le plus formidable bâtisseur de notre planète, très loin devant l'homme. Depuis 500 millions d'années, ces polypes construisent alvéole après alvéole et façonnent les paysages des océans. Certaines parties des Pyrénées et des Alpes sont elles-mêmes constituées de coraux fossiles, anciens sédiments marins, projetés à l'air libre par la tectonique des plaques. Muni de grandes feuilles de calque et de crayons gras, Roger s'assoit généralement plusieurs heures sur le même rocher pour croquer un panorama. Il se fond au milieu de cette vie intense pour mieux l'observer. Il n'y a qu'une seule contrainte, la quantité d'air que lui fournit sa bouteille de plongée. Comme il est quasiment immobile, les poissons l'oublient vite pour vaquer à leurs occupations. Tout ce que le peintre observe au cours d'une journée se retrouvera sur le même dessin. Sa toile est un instantané rassemblant la vie quotidienne d'un bout du récif. Elle inventorie les espèces et saisit une partie de leur comportement. On comprend que ce travail soit très apprécié des biologistes. Ces dessins complètent à merveille leurs observations. Au bout de 2 heures, Roger a réalisé une ébauche. Le peintre peut passer jusqu'à 50 heures assis sur le même bout de récif. Mais c'est dans son atelier qu'il finit son tableau. Un travail qui demande une connaissance au millimètre de chaque espèce de corail. Le temps d'une bouteille de plongée passe très très vite. Donc. Ce qu'on doit essayer de capturer, c'est les masses, les formes principales. Je ne peux pas perdre le temps à remplir ça sous l'eau, donc je marque avec les croix ou c'est les ombres complètement noires. Par exemple, celui-là, c'est un contour assez simple, mais pour avoir la lumière, j'ai fait un peu l'ombre sous l'eau de celui-là. Et chaque type de corail, je représente aussi précisément que je puisse, avec le temps disponible, les formes. Et après, c'est un travail de mémoire. Poissons ou crustacés, tous les pensionnaires de ce coin de récif, observés minute après minute, seront dessinés à la place où ils ont été aperçus. Clipperton n'est pas un havre de paix. L'île reçoit de plein fouet la houle océanique. Cyclones et tempêtes la balayent constamment. De violentes rafales
éprouvent le campement. L'eau de pluie s'infiltre partout. D'énormes lames bouleversent les fonds marins. Elles arrachent les patates de leur socle et les roulent sur une zone plate constamment immergée, une plage de corail appelée platier. C'est une aubaine pour l'équipe de Thierry Corrège qui peut venir les forer à marée basse. Elles sont des milliers échouées sur le pourtour de l'atoll. Si les patates vivantes nous font remonter le temps sur près de 200 ans, ces patates fossiles permettent d'aller encore plus loin. Lorsque l'équipe a fait son choix, il lui reste à forer dans le sens de la longueur, celui de la croissance du corail. L'opération se déroule hors d'atteinte des rouleaux qui casseraient le matériel de forage. La marée qui monte. Qui passe et qui sont dans l'eau. Chaque carotte à terre, parce que on a maintenant des méthodes qui permettent de les dater précisément. Ce qui fait que ces carottes-là, qui sont sur le platier, elles ont peut-être 300, 400, 500 ans. Et il y a 400 ou 500 ans qu'elles ont été emportées par une tempête. Ce qui fait qu'on peut dater le début et la fin de la patate. Et donc on va avoir un enregistrement qui va se situer par exemple entre 1600 et 1700 ou 1500 et 1600. Donc on espère que si on a des patates qui ont le même âge, elles vont nous donner les mêmes résultats. Et ce qu'on espère surtout, c'est avoir des patates qui vont par exemple aller de 1800 à 1750, une autre va aller de 1770 à 1700, etc. Et une autre de 1720 à 1680. Et comme ça, de proche en proche, on espère remonter dans le temps. Donc c'est en échantillonnant le plus possible de patates que statistiquement, on augmente nos chances d'avoir une couverture temporelle la plus large possible. Après plusieurs heures d'efforts, Thierry et son équipe obtiennent 13 carottes fossiles. Ils les préparent pour les expédier au laboratoire français de Bondy, dans la banlieue parisienne. Le plus important est de restituer le puzzle en identifiant ses pièces. Ces tronçons sont inséparables. S'ils sont mélangés, les relevés chronologiques seront impossibles. Clipperton fossile, ça veut dire que ce sont des carottes fossiles que nous trouvons sur le platier. C'est la numéro 8, celle-ci. Et ça, c'est le tronçon numéro 1. Ça, c'est le tronçon numéro 2. Et on met toujours une flèche pour indiquer le haut de la carotte. Comme ça, si jamais les tronçons sont égarés, cassés, on se retrouve. Ils sont tous numérotés et ils sont tous orientés. L'analyse de ces carottes permettra de reconstituer les grands cycles climatiques de cette région du monde et ainsi d'y rendre plus fiables les prévisions météorologiques. Loin de tout, l'île de Clipperton demeure pourtant reliée au monde grâce à une antenne satellite haut débit alimentée par l'énergie solaire. Jean-Louis Etienne anime régulièrement des vidéoconférences en liaison avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ils sont venus avec un carottier et ils ont fait des trous dans le corail qui était à la fois sur le corail qui était éjecté, qui était sur la terre, et le corail sous-marin. L'étude de ces carottes va permettre d'avoir l'histoire des variations de la température de l'océan ces 200-300 dernières années. Donc Clipperton, qui est aussi dans une situation géographique sous influence des phénomènes El Niño, cette étude va permettre de mieux connaître ce phénomène et surtout l'extension de ce phénomène dans le Pacifique Est, dans sa partie nord. El Niño est le nom d'une perturbation climatique majeure. Les hommes aimeraient prédire sa fréquence et son ampleur, car le phénomène provoque des catastrophes. Pour l'expliquer, Thierry Corrège dessine une baignoire et un ventilateur. Vous avez l'océan Pacifique, c'est une grosse baignoire, et le ventilateur, eh bien, ce sont les alizés, donc ces vents qui soufflent et qui vont en fait souffler en gros d'est en ouest, et ils vont pousser dans le Pacifique les eaux de surface qui sont chaudes vers la partie ouest du Pacifique, vers l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie. Ça, c'est la période, c'est ce qu'on a en général en période moyenne. Et de temps en temps, pour une raison que l'on ne connaît pas encore totalement, eh bien les alizés
ils faiblissent, ou ils sont carrément supprimés. Donc qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez votre ventilateur? Eh bien, à grande échelle, vous allez avoir cette bulle d'eau chaude, là, ce renflement, qui va complètement s'épancher vers l'est. Et donc, vous allez avoir un rétablissement du niveau de la mer dans le Pacifique, un mouvement de ces eaux chaudes vers l'est, et c'est ce que l'on appelle le phénomène El Niño. Alors, ce qui se passe donc, c'est que normalement, vous avez au-dessus de cette bulle d'eau chaude là, dans le Pacifique Ouest, vous allez avoir beaucoup de pluie, parce qu'il y a beaucoup d'évaporation et en même temps beaucoup de pluie. Quand vous avez un phénomène El Niño, cette zone de pluie va se déplacer vers l'Amérique du Sud. Donc, en Australie, en Indonésie, vous allez avoir de la sécheresse, alors qu'en Amérique du Sud, vous allez avoir des pluies torrentielles, des inondations, et tout ce que ça comporte de problèmes pour les populations. Les pluies torrentielles d'El Niño emportent des villages en Amérique du Sud. Les épidémies se propagent. L'élévation de la température de l'eau pousse certaines espèces de poissons à s'enfoncer plus profondément dans l'océan. Privés de nourriture, les pêcheurs des côtes du Pérou sont réduits à la famine. Quant aux phoques, ils meurent par milliers. Si les scientifiques sont incapables de stopper le phénomène El Niño, ils cherchent à mieux le comprendre pour en minimiser les effets. Leurs prévisions permettraient de lancer des campagnes préventives de vaccination ou d'adapter les modes de culture avant une période de forte sécheresse. Le corail est un élément essentiel de ces travaux. Il risque pourtant de disparaître. Aux côtés des paléoclimatologues français de l'expédition, des chercheurs d'autres nationalités sont venus à Clipperton pour étudier sa diversité et tous les périls qui le menacent. Au fil des semaines, le camp de Clipperton est devenu une petite cité cosmopolite. Au milieu du caquetage des oiseaux, on parle espagnol, français, hébreu ou anglais. Pendant les 4 mois de l'expédition, des dizaines de scientifiques se relaient ici. Ils sont accourus des 4 coins du monde pour étudier la biodiversité corallienne de l'atoll. C'est le cas de ces 2 chercheuses mexicaines, Viviane Solis et Margarita Hermoso Salazar. Dans leur laboratoire de fortune, elles brisent des blocs fossiles à la recherche d'animaux perforateurs. Ce sont généralement de petits vers qui creusent des galeries en dissolvant le corail. Ces cachettes sont autant de refuges providentiels pour les petits crustacés comme ce crabe. À quelques pas de là, Carlos González inventorie les invertébrés qui vivent en symbiose avec le corail, comme cet oursin ou cette étoile de mer. À ses côtés, Jean-François Flot achève une étude dont les principaux résultats seront bientôt communiqués au grand public. Son but, sensibiliser l'opinion publique aux dangers qui pèsent sur les massifs coralliens. Pour lui, Clipperton est une aubaine. Ce qui est intéressant à Clipperton, c'est qu'il y a très peu d'espèces de corail différents. Pour donner un ordre de grandeur, sur la Grande Barrière de Corail, on a un peu plus de 300 espèces de coraux. Ici, on en a une quinzaine. À terme, l'idée c'est que pour bien protéger les coraux, il faut déjà savoir les reconnaître et les identifier sur le terrain. Donc le but de mon étude serait d'aboutir à un guide pratique avec des photographies que les gens peuvent emporter avec eux sur le bateau, voire sous l'eau, et qui leur permettrait de reconnaître les différentes espèces de ce genre sur le récif et de juger de leur abondance, d'observer si une espèce disparaît ou si au contraire une espèce devient de plus en plus abondante. Si ces coraux n'existaient pas, on n'aurait pas de récif par exemple en Polynésie française ou sur la Grande Barrière qui entoure la Nouvelle-Calédonie, et la chaîne alimentaire de nombreux écosystèmes ne pourrait pas fonctionner. Et des pays entiers comme les Philippines par exemple, dont l'économie repose sur la pêche et la subsistance à partir du récif, ne pourraient survivre si les coraux meurent. Donc c'est tout l'intérêt d'étudier ces coraux avant qu'ils ne disparaissent pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et essayer de les sauver. Pour la première fois depuis sa création il y a des millions d'années, l'anneau de corail de Clipperton délivre son message. Les récifs doivent être protégés, car en témoignant des climats passés, ils nous donnent les codes pour lire le futur climatique de la Terre. Mais il faut faire vite. Clipperton est en sursis. Notre planète se réchauffe et les glaces des pôles fondent. L'inexorable montée du niveau de la mer pourrait engloutir une Terre si frêle.
Grâce aux travaux de l'expédition, l'île occupe désormais une position stratégique dans l'océan Pacifique.